Être capable d'analyser et de suivre des transactions financières, c'est possible et la programmation va grandement nous aider dans cette tâche. Aujourd'hui, on va notamment découvrir comment on est capable justement d'analyser des transactions financières grâce à Python et ce qui va nous permettre de faire ça, ça va justement être ce qu'on va appeler les listes et les dictionnaires qui sont deux objets, on va dire, dans Python qui vont vraiment nous permettre de pouvoir faire énormément de choses et grâce auxquelles on va vraiment pouvoir faire des programmes complexes d'analyse, de suivi, par exemple, de transactions. Je suis Tristan de la chaîne CryptoRobot et bienvenue dans ce troisième épisode de la formation Python pour la finance dans laquelle on va découvrir de nouvelles structures de données qui sont à la base de Python et notamment à la base de l'analyse financière qui sont les listes et dictionnaires. Je vous souhaite à tous une très bonne séance. On va donc commencer par la première structure de données que l'on va aborder aujourd'hui qui sont les listes. Pour ça, on se rend sur VS Code, notre éditeur de code, et on crée un nouveau notebook. Je rappelle la procédure, on fait clic droit à gauche, on fait New File. Ici, je vais l'appeler le fichier formation Python 3.ipynb qui est l'extension des notebooks. Ici, je me retrouve donc avec un notebook sur lequel je vais par exemple définir ma première variable que je vais appeler mylist et que je vais définir ici, très important, avec des crochets. Ici, vous voyez, et vous venez de créer votre première liste. Vous pouvez afficher par exemple cet objet ici qui représente une liste vide, tout simplement. Donc une liste vide, c'est une liste sans rien à l'intérieur. En effet, tout ce qui va se retrouver à l'intérieur des crochets va représenter notre liste. Ici, vous voyez que je n'ai rien mis à l'intérieur des crochets, donc ma liste est vide. Pour commencer, je pourrais rentrer des variables, enfin des chiffres dedans. Par exemple, je vais rentrer 1, 3, 5 par exemple. Et ici, lorsque j'affiche ma liste, du coup, je me retrouve avec 3 éléments. Vous voyez, 1, 3 et 5, chacun de ces éléments étant séparé par une virgule. Je peux également rentrer des chaînes de caractères, hein. Donc par exemple, stock pour les actions, de bond, je ne sais pas, pour les obligations par exemple, et crypto pour les crypto-monnaies, vous voyez, et j'affiche cette liste et cette fois j'ai 3 éléments qui sont 3 éléments texte. Alors également, vous voyez ici, je vous ai à chaque fois montré 3 éléments, on va dire texte et 3 éléments par exemple de type int, mais vous pouvez bien sûr les combiner, hein. Donc après, ça n'a pas forcément beaucoup de sens pour la programmation pour la suite et c'est assez rare qu'on ait des utilités à faire ça, mais vous voyez qu'on peut également, rajouter par exemple des nombres au milieu puis tout d'un coup un booléen, hein, si vous voulez voir justement des nouveaux types de variables. Et enfin, on pourrait même rajouter, et ça on va pas trop le voir aujourd'hui, mais une autre liste par exemple avec un et 2. Ici, vous voyez que dans notre première liste, on a justement ici une variable texte, un nombre, une autre variable texte, un booléen, et ici une autre liste, vous voyez, à laquelle à l'intérieur on a mis deux entiers naturels de int. Vous voyez que les listes sont définies entre crochets et à l'intérieur, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez dedans, séparés par des virgules. On va maintenant voir comment accéder aux éléments de cette liste. Donc pour ça, ici, vous voyez qu'on a l'élément mylist qui est égal à cette liste. Et maintenant, imaginons qu'on veut récupérer le premier élément, donc la valeur stock ici de mylist. Donc pour ça, on va faire mylist de crochet ici et on va mettre 0 si on souhaite récupérer le premier élément. Hop, ici, on va afficher avec print et là, vous voyez que directement, ça va nous afficher stock, car stock est le premier élément. En effet, si on veut mettre 1 ici, ça va nous afficher 1. Pourquoi? Car 1 est le deuxième élément, ainsi de suite. Si je mets 2, ça va mettre ici crypto, car c'est notre troisième élément. Donc vous voyez, en fait, c'est en quelque sorte décalé de 1, car ça commence à 0. Ici, hein, on va continuer en faisant 4. Ici, donc ici, comme vous voyez, ici, le quatrième élément, du coup, pardon, j'en ai raté un, du coup. Ici, ça va être notre liste 1, 2. Pourquoi? Hein, car comme je vous l'ai dit, ici, ça va être l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3 et enfin l'élément 4. Donc ici, si je voulais avoir mon trou, vous voyez, c'était l'élément 3. Et enfin, si je veux récupérer ma liste, ça va être l'élément 4. Enfin, à votre avis, qu'est-ce que cela va faire si je mets l'élément 5? Eh bien sûr, ça va faire une erreur car dans ma liste, il n'existe pas d'élément à la cinquième position. En effet, vous voyez l'erreur, ils vont me dire list index out of range. Donc là, ça nous indique bien que notre liste ne contient pas d'élément 5, tout simplement. Ce qu'on peut faire, qui peut être assez intéressant également, c'est on peut commencer de la fin. En effet, si on souhaite avoir le dernier élément, par exemple, on peut mettre -1. Donc là, ça va directement vous retourner la liste 1, 2, car vous voyez que c'est le dernier élément. On peut faire exactement la même chose avec -2, -3, etc.
Enfin, la dernière chose qu'on peut faire, c'est sélectionner plusieurs éléments grâce aux 2 points. Donc pour ça, imaginons que je veux l'élément entre le 0 et le 2. Je vais faire 0, 2.2 et ici, ça va me donner stock et 1 car ce sont les 2 premiers éléments de la liste. Donc en fait, ça va me donner les éléments 0 et 1, c'est-à-dire en fait 0 à chaque fois, l'élément de gauche est inclus et l'élément de droite est exclu. Donc ici, ça va me donner 0 et 1, car justement, c'est les 2 valeurs comprises entre 0 et 2. Et je peux également, justement faire des choses un peu, différentes avec par exemple -1 qui va me donner ici, justement en fait l'élément commençant à partir de 0, donc comme je vous l'ai dit, l'élément à partir de 0 inclus et jusqu'à -1 exclu. Donc -1 comme on l'a vu, c'était le dernier élément ici qui était la liste 1, 2 et vous voyez qu'ici du coup, il n'est pas dedans car la valeur de droite est, comme je vous l'ai dit, exclue. Enfin, si vous avez, compris un peu, donc ici, je le refais, vous pouvez avoir -1 pour récupérer les listes 1, 2 et maintenant imaginons qu'on souhaite récupérer 2 ici et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un crochet tout simplement et on va mettre ici 1 pour dire que je veux en quelque sorte le, 2e élément de la liste, hein. Donc ici, vous voyez que ça va afficher 2. Pourquoi? Car d'abord, j'ai récupéré la liste 1, 2 grâce à mylist de -1. Ça nous a donné une autre liste en quelque sorte et enfin j'ai pu récupérer l'élément 2 grâce au crochet 1 justement qui vont me proposer d'aller récupérer le deuxième élément de ma liste en quelque sorte. Le premier si on compte justement le 0 et je le rappelle, c'est très important, les zéros sont cotés, donc c'est-à-dire que je peux bien évidemment mettre 0 et là ça va me récupérer normalement 1. Je vais maintenant créer une nouvelle cellule pour vous montrer comment on peut accéder et en fait surtout modifier maintenant certains éléments. Cela n'est pas très compliqué si vous avez compris comment accéder à ces éléments. En effet, ici, j'ai récupéré une liste du coup d'assets qui contient des valeurs string, donc actions, obligations, immobilier et liquidité. Et ici, imaginons que je vais remplacer action par matière première. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire assets de 0 pour récupérer le premier élément est égal à par exemple matière première. Hop, et maintenant je print asset et là, vous voyez que tout simplement, on a remplacé action par matière première. Vous voyez, rien de très compliqué ici. Si on veut voir l'affichage clairement, je peux le faire comme ça. Vous voyez que ici, avant de faire notre modification, on avait bien action au début et ensuite on l'a remplacé par matière première. On peut également faire en -1, par exemple, encore une fois. Si vous faites -1, ici, ça ne va pas remplacer action, mais ça va remplacer liquidité par matière première. Et là, vous voyez que vous avez bien action et action. Et ici, liquidité et matière première dans ce cas-là. On a vu maintenant comment remplacer, les valeurs ici dans notre liste. On va voir maintenant comment on peut en ajouter des nouvelles à une liste existante. Donc pour ça ici, je vais récupérer ma liste, hein, vous voyez qui contient donc actions, obligations, immobilier et liquidité. Et si je souhaite ajouter un élément à ma liste, on va faire assets, donc le nom de notre liste, point .append. Donc point .append est une méthode qui va nous permettre en fait justement d'ajouter quelque chose. Donc par exemple ici, on va ajouter encore une fois notre matière première et on va afficher assets ici. Vous voyez que donc maintenant notre liste est exactement la même qu'avant, sauf que cette fois matière première a été rajoutée à la fin, tout simplement. Donc encore une fois, si par exemple on veut y avoir accès à notre valeur matière première, on va mettre assets de 0, 1, 2, 3, 4. Hop, ici 4 et on devrait avoir affiché ici matière première tout simplement. Append va vous permettre, comme on l'a vu, de rajouter un élément à la liste à la fin de votre liste. Mais il existe également la méthode insert qui va vous permettre d'insérer à une certaine place, hein. Donc ici, on va reprendre notre asset comme ça. Hop, on va remettre le print également et on va mettre assets.insert. Par exemple, je veux insérer à la première place ici, mais une variable que je vais appeler enfin, une chaîne de caractères que je vais appeler ETF et on va réafficher juste ensuite. Hop, et là, vous voyez tout simplement que ETF a été inséré au sein de ma liste à la première place, hein. Donc, comme je le rappelle, hein, mais la place 0, il existe la place 0, donc la place 0 est action. Et ici, on va insérer à la première place ETF. Donc, ETF va venir se glisser à la première place, sur laquelle, juste ensuite, on aura le reste de notre suite qui est ici contenu avec obligation, immobilier et liquidité.
Enfin, la dernière opération qu'on va voir sur les listes, c'est comment supprimer un élément. Donc pour ça, on va reprendre notre liste, encore une fois, hop. Pour supprimer un élément, soit vous savez l'élément que vous voulez supprimer grâce à son nom, tout simplement. Donc vous pouvez faire donc pour ça la méthode assets.remove ici et mettre la valeur que vous souhaitez supprimer. Donc ici par exemple action. Hop, et donc maintenant je ne devrais plus voir action ici, mais un autre moyen de le faire, donc là vous voyez que je vais commenter ça, un autre moyen de le faire est de le faire à partir de l'index. Pour ça, vous allez faire del pour en fait delete et ici, vous allez mettre assets de 0 par exemple et donc dans ce cas-là, on va également supprimer action car on va supprimer la valeur ayant pour index 0. Donc là, vous voyez que si j'affiche mon asset, je n'ai plus mon action ici, mais si je pourrais supprimer obligation si je fais del assets de 1 plutôt et là, vous voyez que c'est bien obligation qui a été supprimée. Dernier petit détail, il existe une opération que vous pouvez faire sur les listes, même si elle est assez peu utilisée, c'est la multiplication, par exemple, pour tout simplement dupliquer tous les éléments. Donc ici, par exemple, je peux afficher assets fois 2 par exemple. Et ici, dans la première affichage, j'ai justement ma liste de base. Et dans mon deuxième affichage, j'ai ma liste de base, tout simplement, dupliquer une deuxième fois à la suite avec action qui est répliquée, puis obligation, immobilier et liquidité. On va maintenant passer aux dictionnaires qui sont très utiles en finance, notamment pour associer, on va dire, des clés et des valeurs entre elles. Donc, on va voir tout ce que ça signifie ensemble tout de suite avec directement un exemple, hein. Donc, par exemple, MyDict. Pour définir un dictionnaire, ce n'est plus des crochets, c'est des accolades. Alors, il faut juste que je les retrouve. En effet, elles sont placées sur Alt 4 sur Windows, par exemple. Ici, vous voyez que je viens de définir un premier dictionnaire que je peux afficher ici, qui est un dictionnaire également vide, hein, comme une liste qui est possible d'être vide. Vous voyez qu'il n'y a rien dedans. Ensuite, pour définir un dictionnaire, c'est un système de clés-valeurs. Donc, par exemple, on pourrait dire que la qui 1, 2 points, est associé à la value 1, par exemple. Ici, vous voyez que si j'affiche mon dictionnaire, j'ai ma clé 1 qui est associée à ma valeur 1. Ensuite, pour ajouter d'autres paires de clés-valeurs, on fait comme les listes, on met une virgule, par exemple, et je vais recopier ça, et je vais mettre qui 2 est égal à value 2. Donc là, vous voyez qu'en quelque sorte, j'ai tout simplement 2 paires clés-valeurs, vous voyez? Et ici, je voulais notamment vous montrer quelque chose qui est assez important dans les dictionnaires. Ici, vous voyez que si je mets qui 1 est pareil à value 2 dans ce cas-là, et ben, cela ne va pas mettre une nouvelle valeur dans une nouvelle paire clé-valeur dans mon dictionnaire. Pourquoi? Car les dictionnaires, et c'est très important, ont des clés uniques, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs key 1 ici et donc on va prendre la dernière ici qui est value 2. En quelque sorte, value 1 ici a été écrasé. Car ça, c'est très important, c'est que les dictionnaires ont des clés uniques et qui ont vraiment en fait ce qu'on appelle un système de clés-valeurs sur lequel on va associer à une clé une certaine valeur. Maintenant, comme on l'a vu sur les listes, comment accéder tout simplement aux différentes valeurs de mon dictionnaire. Donc pour ça, je vais récupérer ce qu'on a fait juste avant. Je vais remettre key de value 2. On réaffiche pour vérifier. On voit que là, tout marche bien. Et donc, on va faire print ici de myDict. Et ensuite, on va en général mettre des crochets, puis des guillemets pour dire par exemple qu'on veut la valeur associée à key 1. Et là, à votre avis, qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher value 1, car tout simplement, on dit qu'on souhaite afficher la valeur dans mon dictionnaire qui est associée à la clé key 1. Si je mets key 2, eh ben, je vais avoir value 2. Exactement. Et vous voyez par contre que vous ne pouvez pas mettre des valeurs ici. Pourquoi? Car ça va m'afficher une erreur. Vous voyez que ici j'ai ce qu'on appelle une key error. Donc ici, m'affiche value 1. Pourquoi? Car value 1 n'est pas une clé de mon dictionnaire. En effet, si je veux afficher quelque chose comme cela, il faut que je lui demande une clé spécifique. Donc par exemple, key 1. Vous voyez que c'est un peu moins complexe que les listes pour arriver à sélectionner justement des valeurs précises et c'est tout l'utilité des dictionnaires, c'est-à-dire qu'à partir de la clé, vous pouvez retrouver des valeurs. Et donc par exemple, pour pouvoir modifier ou supprimer différentes valeurs dans notre dictionnaire, c'est également assez facile. Hop,
Je vais récupérer ces dictionnaires, hein, donc pareil, on vérifie que ça marche bien. Par exemple, si on veut modifier, notre, tout simplement notre valeur qui1, on va faire mydict de qui1 ici. Alors là, j'ai oublié les guillemets, hop, est égal à, par exemple, ici, au lieu de value 1, on va mettre value 5, je ne sais pas, par exemple, et on va réafficher mydict. Et ici, comme vous le voyez ici, ma valeur associée à qui1 est passée de value 1 à value 5, car on a modifié ici la valeur associée à notre qui1. Et on peut faire exactement la même chose pour qui2, où cette fois notre qui1 ne change, la valeur associée à qui1 ne change pas, mais cette fois c'est la valeur associée à qui2 qui a changé. Enfin, pour faire delete, pour tout simplement supprimer une, valeur, et ben, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on l'a vu sur les listes, on va faire del, par exemple, pour delete mydict de qui2, et ici, je devrais me retrouver sans qui2. Vous voyez, hein, que je n'ai maintenant plus que ma qui1. Vous voyez que je peux faire exactement la même chose. Alors si je remplace mon qui2 par mon qui1, et ici, vous voyez, dans le dernier dictionnaire, je n'ai plus de valeur associée à qui1 car je l'ai tout simplement supprimé. Maintenant également, comment parcourir un dictionnaire, notamment grâce à une boucle. Ici, je vais récupérer un dictionnaire un peu tout fait justement avec justement des titres, on va dire, et des informations associées, hein. Donc par exemple, on associe à la clé action une information en disant que c'est un investissement en action d'entreprise. Donc pour parcourir notre dictionnaire, on va faire for cette fois qui, par exemple, encore une fois ici c'est une variable, mais on va mettre de manière en convention en quelque sorte, on va mettre for key in à cette info. Pourquoi? Car eh ben, tout simplement, ça va parcourir clé par clé directement au sein de notre dictionnaire qui va s'appeler à cette info. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher du coup qui tout simplement, et également avec un espace à cette info de qui. Et ça va nous afficher quoi? Ça va nous afficher tout simplement après chaque ligne, action de action avec investissement en action d'entreprise. Vous voyez, action, investissement en action d'entreprise. Et par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter ici, par exemple, un texte en disant définition, deux points. Et ici, ça va donc nous afficher action, définition, 2 points, investissement en action d'entreprise, obligation, définition, investissement en titre de créance, etc. Donc là, vous voyez que j'ai accès en fait tout simplement à ma clé et à ma valeur grâce à cette info de qui. À partir de là, on a normalement bien compris en quelque sorte les listes et les dictionnaires, comment accéder, modifier les valeurs, etc. Potentiellement en rajouter. C'est vrai que ici je n'ai pas affiché, mais également ici, on va commencer par là. Vous pouvez rajouter des valeurs. Pour ça, il suffit de faire à cette info de une clé qui n'existe pas. Donc, par exemple, matière première. Et ici, on va lui mettre égal, tout simplement, le fait que ça soit la valeur, par exemple, investissement dans les matières premières, tout simplement. Et ici, cette fois, si j'affiche à cette info, eh bien, on devrait avoir nos valeurs précédentes, hein, vous voyez action, etc. Et maintenant, ce qui a été rajouté, c'est matière première. Donc, vous voyez qu'en quelque sorte, les dictionnaires sont un peu plus simples que les listes, car il y a un peu moins d'opérations, de méthodes à retenir, etc. Vous avez vu avec les listes, les append, les insert, etc. Un dictionnaire, c'est vraiment une clé, une valeur, et ça reste comme ça. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'était vraiment qu'on est capable de créer maintenant des informations complexes afin de stocker beaucoup de données. Donc pour ça, je vais récupérer directement sur le site un exemple complexe que j'avais préparé. Ici, on a la variable mystock qui est définie comme un dictionnaire. Pourquoi? Car vous voyez qu'elle commence par une accolade. Cette accolade définit que ça va être bien un dictionnaire. Avec ce dictionnaire a comme clé Apple et LVMH. Vous voyez qu'il a deux clés. Donc pour ça, on peut par exemple afficher mystock de Apple, vous voyez? Et ici, ça va afficher directement la valeur qui est associée à Apple. Et en effet, la valeur associée à Apple, c'est un autre dictionnaire. Pourquoi? Car vous voyez qu'également, il y a une accolade qui s'ouvre, qui va définir un autre dictionnaire avec cette fois plusieurs clés. Vous voyez les clés information, quantity,
current price et last 5 days price. Donc vous voyez par exemple si on veut avoir la quantité, ici on va rajouter un autre crochet guillemets et on va afficher quantity et là ça va nous afficher tout simplement 24 qui est la quantité d'Apple, d'actions Apple qu'on détient dans notre portefeuille. Et vous pouvez faire la même chose avec current price, mais également, vous voyez que à l'intérieur, on a également information qui est lui-même encore une fois un autre dictionnaire, hein. Donc vous voyez qu'on est capable de stocker des données comme ça et de les hiérarchiser, pardon. Ici, vous voyez que par exemple, on va avoir accès aux différentes informations de Apple, donc notamment son command name qui est Apple, voir si le marché est ouvert et voir sa currency par exemple. Et ici, par exemple, si on veut avoir juste savoir si le marché est ouvert, et ben on rajoute un dernier guillemets. Ici, on a market is open et là, ça va nous afficher true. Et enfin, là, c'est la fin de la justement hiérarchie car vous voyez qu'ici, je n'ai plus de nouveau dictionnaire. Par exemple, j'ai vraiment une valeur finale en quelque sorte. Vous voyez que par exemple également, j'ai les last 5 day price, donc ici ce n'est plus dans information, hein, forcément si je le mets ici je vais avoir une erreur. Pourquoi? Car ici j'ai demandé en fait là en quelque sorte comme justement des sortes d'enfants à chaque fois j'ai demandé Apple information et ensuite j'ai demandé last 5 day price, sauf que vous voyez last 5 day price il n'est pas dans information, donc là vous voyez que j'ai une key erreur, c'est assez logique. Par contre si j'enlève information, hein, car hop, ici, ça devrait marcher. Pourquoi? Car justement, mon last 5 day price est au niveau, justement hiérarchie en dessous de Apple. Et donc on se retrouve ici avec une liste, par exemple, du last 5 day price et imaginons qu'on veut la liste alors on veut le prix de Apple il y a 5 jours et ben, on va tout simplement rajouter un zéro. Pourquoi ici? Car cette fois, comme vous voyez, on est dans une liste et si on veut avoir le premier élément de la liste qui est le prix il y a 5 jours, on va récupérer le tout premier élément qu'on récupère grâce à crochet 0. Et ici, vous voyez que j'ai directement récupéré 160,25 qui me permet ici de récupérer justement bien mon prix. Et je suis capable maintenant, par exemple, si je veux exactement la même chose de LVMH, je n'ai pas à changer le reste, on va dire, de ma commande. J'ai juste à changer Apple en LVMH. Et là, vous voyez que je récupère le prix d'il y a 5 jours de LVMH. Ou par exemple, je pourrais essayer de récupérer sa currency, par exemple, en faisant information et cette fois à l'intérieur, plus zéro car ici ce n'est pas une liste mais un dictionnaire currency et là je me retrouve à euro et si je veux celle d'Apple par exemple, je n'ai juste à remplacer LVMH par Apple et on se retrouve avec notre currency dollar. Donc là, comme vous voyez ici, c'est vraiment un moyen complexe de stocker de l'information et vous voyez qu'en fait, en quelque sorte, avec les dictionnaires, les listes et les différents types qu'on a vus, donc tout ce qui est int, float, booléen et string, vous voyez qu'on est capable de stocker énormément d'informations et en fait, en quelque sorte, d'à peu près tout stocker ce qui est possible, hein. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des valeurs quantitatives, qualitatives, avoir des listes, avoir justement des systèmes clés-valeurs qui vont nous permettre de facilement récupérer, par exemple, notre différentes informations juste en changeant une clé ici, par exemple, la première clé qui est en quelque sorte le, nom de l'action. Donc là, vous voyez que vraiment c'est très, très puissant. Maintenant qu'on a quand même bien vu comment marchaient les listes, les dictionnaires et vraiment à quoi cela pouvait servir, eh bien, je voulais vous montrer une petite spécificité des listes et des dictionnaires qui sont un peu difficiles à comprendre, notamment au début et sur lesquels vous allez sûrement faire des erreurs de temps en temps en fondant les premiers programmes que vous allez écrire. En effet, par exemple, on va définir une variable qu'on va appeler liste 1 qu'on va mettre une liste qui est égale à 0 par exemple, 1, hop, alors ensuite 1 et 2. Ici, on va donc l'afficher par exemple, hop. Ensuite, on va définir une variable qu'on va appeler liste2 ici et qu'on va dire qu'elle est égale à liste1 tout simplement. Hop, donc là, vous voyez ici, on va afficher liste2 donc là, vous voyez rien de très, illogique en quelque sorte. Vous avez une liste1 qui est définie par, 0, 1, 2. Ici, une liste2 qu'on dit égale à liste1 et qui est égale à 0, 1, 2. Donc jusque là, rien de très complexe. Maintenant, imaginons qu'on veuille, modifier la première valeur de liste2. Donc par exemple, qu'on voudrait remplacer le 0, j'en sais rien, par 55. Pour ça, rien de très complexe, on va faire hop, liste de 0 égale 55, donc ça, comme on l'a vu en début d'épisode, donc jusque là,
Encore une fois, rien de très illogique. Là, si je fais print liste 2, eh bien forcément ici on va avoir 55, 1, 2. Encore une fois, là, jusque-là tout va bien, mais là où ça va se complexifier, c'est maintenant si j'affiche liste 1. À votre avis, qu'est-ce que va donner liste 1? Eh ben, si on suit une logique à peu près par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici en Python, eh bien, cela devrait donner tout simplement 0, 1, 2, car liste 1 a été définie ici et elle n'a jamais été modifiée. En effet, ici, tout ce qu'on a modifié, c'est liste 2, en remplaçant l'élément 0 par 55, mais c'est tout ce qu'on a fait. Et ici, vous allez voir directement, si j'affiche liste 1, en effet, il était également égal à 55, 1, 2. Alors que pourtant liste 1 n'a jamais été modifié, hein. Comme vous le voyez, ici liste 1 est définie ici, ici et il n'a jamais été modifié. On n'a jamais fait liste 1 de 0 égale 55 et alors ça, c'est un peu spécifique, c'est dû aux références. En effet, lorsque l'on fait cette opération, eh bien, en fait, on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais ce qu'on fait, c'est qu'on en fait, on lit en quelque sorte liste 2 et liste 1 en disant que la variable liste 2 va pointer vers le même vers la même référence que liste 1. Alors ça, c'est des termes un peu techniques sur lesquels il n'est pas forcément besoin de tout comprendre, mais en quelque sorte, on a lié liste 2 et liste 1 et ce qui fait que lorsque on modifie liste 2, par exemple ici, comme on le fait ici en remplaçant les premiers éléments de liste 2 par 55, et ben, ça va également le faire pour liste 1 car les 2 éléments sont liés. Et en effet, ça, c'est quelque chose qui marche différemment des variables qu'on a vues comme les int, les float, et cetera, hein, où lorsqu'on fait un égal, ben, les variables ne sont pas liées. Par contre, lorsqu'on va le faire sur des listes et des dictionnaires, donc les 2 types, de structures de données qu'on voit aujourd'hui, eh bien, ça va l'égalité va lier les valeurs entre elles et si l'on souhaite éviter ça, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est faire un point copie. Hop, vous voyez ici, pour tout simplement copier non pas justement la référence en quelque sorte, mais copier seulement la valeur. En fait, ici, on va lier liste 2 avec une copie en quelque sorte de liste 1 et dans ce cas-là, on ne va plus avoir de problème. On a exactement le même comportement avec les dictionnaires. Donc là, je vais copier directement un exemple avec par exemple le dictionnaire 1 qui est égal à la clé A pour associer à la valeur 1, le dictionnaire 2 ici, vous voyez qu'on met égal à au dictionnaire 1. Encore une fois, lorsqu'on fait ça, en fait, on va avoir la même référence, c'est-à-dire on va en quelque sorte lier les 2 objets. Ici, dictionnaire 2 de B égale 2 et maintenant si on affiche dictionnaire de 1, eh bien, comme vous vous en doutez maintenant, eh bien, cette fois, on va avoir 1 qui est associé à A et 2 qui est associé à B. Alors que pourtant le dictionnaire 1 n'a jamais été modifié. On a modifié que le dictionnaire 2, mais vu que les 2 objets sont liés, eh ben, on va avoir la même chose. Encore une fois, si on veut éviter ça, on rajoute le point copie et plus de problème. Attention, cependant, je ne vais pas entrer en détail, mais si vous avez par exemple des listes de listes ou des dictionnaires avec à l'intérieur des sous-dictionnaires ou des sous-listes, comme on le fait ici, faire une simple copie ne suffira pas toujours pour, justement, séparer les 2 valeurs. Il faudra peut-être s'orienter des fois vers ce qu'on appelle la deep copy, qui est encore un moyen, plus évolué de faire des copies. Je vous laisse vous renseigner si vous, rencontrez un jour cette problématique. On a maintenant vu la plupart des points justement des listes et des dictionnaires afin de vraiment les comprendre, voir notamment leurs spécificités comme on l'a vu avec les histoires de références notamment. Mais ici, ce que je voulais vous donner également, c'est un exercice de mise en pratique vraiment un peu complexe en quelque sorte qui va vous donner, j'espère, un peu de fil à retordre, un peu de fil à retordre. Mais le but, c'est vraiment justement que vous puissiez mettre la main à la pâte, d'essayer de pratiquer, d'essayer de vous renseigner sur internet si vous n'arrivez pas à faire quelque chose et cetera. C'est vraiment le but et c'est comme ça que vous allez progresser le mieux, je le rappelle. Donc pour cet petit exercice, je vous ai fourni une liste de transactions. Donc pour ça, vous pouvez directement, par exemple, la copier dans VS Code, hein. Hop, vous voyez ici une liste de transactions. C'est une variable justement qu'on appelle transaction, qui est cette fois une liste, hein, vous voyez, car elle est définie au début par un crochet. Mais cette liste est en fait une liste de dictionnaires. En effet, vous voyez que chaque élément de notre liste, cette fois ce n'est pas un, 2, 3, 4, 5 par exemple, ce sont des dictionnaires à chaque fois, hein,
Donc vous voyez, en quelque sorte, on a le dictionnaire 1 qui est défini entre ces 2 accolades, le dictionnaire 2 qui est défini entre ces 2 accolades, et cetera, et cetera. Et chacun de ces dictionnaires représente une transaction sur, des cryptomonnaies. Donc par exemple, ici, on voit par exemple qu'on a acheté du bitcoin, on en a acheté 0,7 au prix de 27 000 le 7 mars 2022 par exemple, et qu'on en a vendu par exemple 0,1 à 26 000 le 12 avril 2022, ainsi de suite. Vous voyez qu'au début, on a nos transactions sur Bitcoin et à la fin, on a nos transactions sur Ethereum avec ETH, hein. Vous voyez à chaque fois aussi quand on a acheté 2 fois de suite et qu'on en a vendu une fois. À partir de cette liste et vous allez devoir faire une boucle pour créer un nouveau dictionnaire qui représente chaque crypto-monnaie. En effet, ici, on voit qu'on a eu BTC, ETH, mais par exemple, on pourrait imaginer que demain, on ait une nouvelle crypto-monnaie qui se rajoute, par exemple, le Dogecoin, je ne sais pas. Et ce qui est très important, donc, c'est de commencer par créer un dictionnaire vide. Donc, pour ça, en général, je vous donne la première étape, vous allez faire portfolio, hop, est égal tout simplement un dictionnaire comme ceci, un dictionnaire vide, et par la suite, vous allez devoir faire une boucle, justement qui va parcourir notre premier dictionnaire, enfin notre première liste plutôt, et si la clé, du sym associée au symbole n'existe pas, vous allez devoir la créer et lui associer également un dictionnaire vide afin d'obtenir justement ce résultat avec portfolio égale BTC et ETH, d'un dictionnaire vide. À partir de la liste de transactions qu'on a eues et du dictionnaire qu'on vient de créer, on va devoir maintenant faire une boucle sur justement le dictionnaire, la liste précédente, et ajouter dans notre dictionnaire pour chaque, crypto-monnaie, donc pour chaque clé en quelque sorte, on va devoir y ajouter une clé, quantité qui aura pour valeur la quantité présente dans notre portefeuille. Donc par exemple ici vous voyez, si je prends l'Ethereum, on en a acheté 6, puis on en a racheté 2, ça fait qu'on en a 8 et on en a vendu 3. Donc en tout, on devrait avoir pour ETH, à l'intérieur de ce dictionnaire, une clé quantité avec la valeur 5 à l'intérieur. Ensuite, pour la question 2, on va considérer que le prix du BTC est aujourd'hui de 35 000 et de Ethereum de 2 400. Et donc maintenant, on veut dans notre dictionnaire une nouvelle clé qu'on va appeler PNL, qui est en quelque sorte notre bénéfice ou notre perte. Donc ça, je vous laisse le calculer justement en fonction des achats et des ventes. Ça ressemble de manière un peu plus complexe à un exercice qui a été déjà fait auparavant. C'est pas forcément facile d'accès, mais je vous invite grandement à vous exercer là-dessus pour essayer justement de vous améliorer. Enfin, en bonus, ici, j'ai mis une quatrième question si vous voulez aller plus loin dans l'exercice encore sur lequel vous allez devoir vous renseigner un peu en dehors de cette formation notamment. Pour chacune des cryptos, je vais vous demander d'afficher la quantité achetée après la date du 2 juin 2022. Et pour ça, on va notamment du coup interagir avec des dates qui sont des objets qu'on n'a pas encore trop vus. Vous voyez qu'ici, ces dates sont sous forme de string. Donc actuellement, en fait, ce n'est pas vraiment des dates vraiment au format Python, c'est juste des strings, mais je vous invite par exemple à afficher la liste des transactions en quelque sorte qui ont été faites après cette date-là. Vous aurez besoin d'utiliser votre première librairie qui est la librairie par exemple Daytime. Donc ça, c'est vraiment un bonus si vous voulez aller plus loin, mais encore une fois, je vous encourage vraiment à le faire car c'est comme ça que vous allez progresser au mieux. C'est la fin de cette séance, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube CryptoRobot et rendez-vous à la prochaine séance.